présage, c'est Noël pour le partisan de hockey alors que débutent les camps d'entraînement dans la LNH. Bon, il peut pas y avoir une histoire de Cendrillon comme celle de Guillaume Latendresse en 2005 chaque année, mais avec l'espoir qui est passé de 0 à 100 en moins de temps qu'il faut pour dire Quidditch, les fans du Québec ont droit d'être excités cette année. Ben, les fans canadiens, les fans de d'autres équipes au Québec. Anyways, un vrai joueur de centre, une brigade défensive qui a bien de l'allure, une autre possible recrue de l'année. Mais tout est loin d'être parfait quand même. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça y est, les joueurs sont sautés sur la glace. Le camp d'entraînement est commencé. Il y a même déjà un match pré-saison qui s'en vient là, dans quelques jours à peine. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ton boy Max Live est de retour dès le début de la pré-saison. Ne manque pas ça, donc les soirs de semaine où il y a match du Canadien, je suis en direct sur ma chaîne YouTube, environ une demi-heure avant la rencontre, pendant la rencontre et après la rencontre. Tout ça nulle part ailleurs. Viens-t'en, join the fun. Ça sent la bonne odeur d'Arena, j'aime ça. Après la saison 2024-2025 où le CH est retourné en série, soyons honnêtes, plutôt que prévu. Vous êtes fébrile à l'approche de la saison, je le sens et je comprends pourquoi. Tout, ou pas mal tout, pointe vers le haut. Ça veut pas dire que le Canadien aura une saison facile, en route vers le tournoi printanier, tout est beau, tout est réglé. Non, mais ça reste que le meilleur semble à venir, à long terme du moins. Maintenant, par contre, revenons à très court terme. Quelles sont les histoires, les questions, les luttes pour des postes, bref, les choses à surveiller au camp d'entraînement cette année? Je sais pas pour vous, mais dès la première journée, moi, je regardais ce qui sortait de brossard avec beaucoup d'attention. J'en ai recensé 5 histoires à surveiller pour vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire et surtout, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres éléments, que c'est pas ce qui, moi, retient le plus mon attention, mais que vous, oui. Donc, il sera peut-être pas question de ça dans la vidéo. Alors, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, vous, dont je parle pas, qui vous intéresse particulièrement, à me laisser savoir en commentaire. Donc, sors ton clavier. Let's go. On regarde ça. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, jeune aventurier de l'Internet. La saison de hockey recommence et tu sors de ton hibernation? Bon, en plein été, c'est un peu bizarre. Et tu veux du bon contenu en français sur une base régulière qui se digère bien? T'es à la bonne place. Abonne-toi! On vise d'atteindre les 22 500 abonnés d'ici le début de la saison régulière. Et si on y arrive, peut-être ton boy aura-t-il une surprise pour toi ou encore mieux? Le Père Noël va te mettre une belle saison de ton équipe préférée sous le sapin cette année. Et si jamais tu es déjà abonné, laisse un pouce. Ça aussi, ça contribue grandement. OK, merci. On y retourne. Évidemment, la grosse histoire du camp d'entraînement, je pense pas que je vais surprendre personne en disant ça, c'est au centre qu'elle se trouve, précisément au centre du deuxième trio où... Un instant, on me dit que Martin Saint-Louis il veut me parler. Mais je pense dès le départ, Docker va avoir ce trou-là, ça c'est sûr. Là. C'est lui qui va rentrer là. Mais on gère Docker au quotidien. Il revient de sa blessure. On va être calculé. Fait que je sais pas si combien de games d'exhibition qu'ils vont jouer. Va-t-il être capable de scrimmager? Je suis la direction de notre medical staff, les docteurs. Mais je peux dire que Docker il est dans une très bonne forme. Puis on va être calculé comment qu'on l'intègre, mais on devrait voir Docker avoir l'opportunité de prendre ça. Kirby Dach, donc, qui devrait débuter la saison comme deuxième centre. C'est pratiquement garanti. Oui et non. C'est pas inédit pour un entraîneur ou un DG d'annoncer ses couleurs, ses plans avec ses effectifs. Patrick Roy l'a fait, lui, trio pas mal au complet d'ailleurs chez les Highlanders, il y a quelques jours à peine. Souvenez-vous d'une de mes fois préférées, personnellement, Marc Bergevin, en 2017, si ma mémoire est bonne, quand il nous annonce tout bonnement, lui, au tournoi de golf, que lui, là, dans son échiquier, là, sur son board, à gauche de Weber, c'est David Schlemko. Oh boy. Puis après ça, il y a du monde qui disent que Price, c'est un gars qui ne peut pas gagner quand ça compte. On va pas là. Donc, dire que le plan, c'est ça, il n'y a rien là. La façon dont Martin Saint-Louis le fait, elle, j'ai trouvé ça très... je sais pas, assertive, comme on dit en anglais, tu sais. Il y a des raisons d'aimer le fait que Martin Saint-Louis ait fait cette sortie. On a payé un gros prix quand même, souvenez-vous, pour Kirby Dach. On sait tous que c'est sa dernière chance. Il lui met le projecteur en plein dessus.
Si un entraîneur, à mon humble avis, je ne sais pas si vous allez être d'accord, qui a bien le droit de mettre le projecteur sur un joueur comme ça, c'est bien Martin Saint-Louis. Lui, le projecteur, ça lui a jamais fait peur. Il l'a pris, ça l'a mis sur lui-même, puis il a dit « Let's go, m'en va au Hall of Fame, au temple de la renommée, sans être repêché. Hey, Kirby, ou plutôt, hey, Docker, c'est ta job. Perds-la pas, là. » C'est ça, essentiellement, le propos de Martin Saint-Louis. On va voir de quel bois il se chauffe, Kirby Doc, parce que s'il y en a un peu de fierté, de la bonne fierté, là, il devrait connaître un camp et un début de saison du tonnerre, non? Tu reviens d'une importante blessure, tu connais une saison difficile en 2024-2025, plusieurs t'excusent en disant que c'est difficile de revenir de la dite blessure. OK, correct, mais malheureusement, tu tombes encore au combat. Et qu'est-ce qui arrive une fois que tu tombes au combat? L'équipe prend feu et participe aux séries in extremis et à la surprise de tous, sans toi. Théoriquement, le deuxième centre. T'es pas là. Ben, tu y es, mais t'as pas le droit de faire le party. C'est comme aller, justement, au party, mais pas avoir accès au sous-sol. T'es obligé de chiller avec les parents de ton ami puis les petites sœurs au rez-de-chaussée. Quoique des fois, c'est le fun si t'es un peu socially awkward puis que les parents de ton ami sont nice. En tout cas, moi, je déteste pas ça. Bref, tout ça pour dire que l'équipe a participé aux séries sans toi. Tout le monde a progressé. Pas mal, tout le monde. En fait, j'ai envie de dire tout le monde. Parmi les jeunes, là, à part Dak, Yo n'a pas particulièrement progressé. C'est vrai. OK. La majorité des gars ont progressé. Toi, non. Et là, en plus, on te flanque de la recrue la plus excitante en attaque de ce club en 35 ans. Une recrue qu'on a déjà vue à l'œuvre et dont je peux déjà te garantir, Kirby, là, que si elle n'a pas le début de carrière escompté là, dans les 10, 15, 20 premiers matchs, ben, c'est pas elle qu'on va blâmer. C'est toi. On va dire, ouais, mais il est avec Dak, puis Dak, on le sait, ça fait quelques années, il n'y a rien qui marche avec Dak. Martin Saint-Louis vient de jouer une main agressive en disant ça, et j'aime ça. Autre raison d'aimer pourquoi il a dit ça, c'était Alex Newhook, qui n'a pas mal fait avec Demidoff le printemps dernier. Attention, là, pas mal fait, il n'a pas particulièrement bien fait. Sam, tu te dis, hey, wow, pourquoi moi, j'ai pas ma chance, ce trio-là, de piloter Dak puis Laine, je l'ai fait, tout ça. OK, oui, je rate le 3/4 des occasions de marquer que j'ai, mais lui, il m'en donne tellement que je vais peut-être réussir à en mettre 30 dedans moi aussi cette année. Bref, Alex Newhook, lui aussi, il regarde ça et il se dit « Colin, j'aurais aimé ça avoir cette chance-là. » Puis peut-être que si Dak ne fait pas le travail ou que simplement lui, il fait tellement le travail, ça va lui faire mettre les bouchées doubles pour essayer d'aller chercher ce poste-là. On sait qu'Alex Newhook n'est pas prêt à abdiquer d'être un joueur offensif dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je n'étais pas certain sur le coup quand j'ai entendu les propos de Martin Saint-Louis. Je me suis dit, ouais, il va là tout de suite. Comme je dis, il ne garantit pas, là. Mais il annonce ses couleurs, que lui, ce serait, dans un monde idéal, ça qui arriverait. Kirby Doc au poste de deuxième centre. Donc, je n'étais pas certain quand il a dit ça. Puis peut-être que je lui prête trop des qualités de fin psychologue sportif, là. Mais finalement, c'est bien. Je trouve ça très, très bien. Donc, finalement, tout ça pour dire que le sujet en tant que tel, c'est plus qui sera le deuxième centre pour débuter l'année. En fait, c'est plus combien de temps il va durer ce deuxième trio-là, qui semble, pour le moment, les choses peuvent changer dans un camp d'entraînement, mais à la suite des premières séances d'entraînement et des premiers scrimmages, le deuxième trio semble vouloir être Laine, Dak, Demidoff. Donc, combien de temps on donne à Dak, au trio dans l'ensemble? Hâte de voir. C'est ce que je vais surveiller personnellement durant ce camp d'entraînement. À moins d'une surprise, on va aussi surveiller ça dans les premiers matchs de la saison, mais ça, on y reviendra en temps et lieu. Regardons qu'est-ce que ça donne, Dak, Demidoff et Patrick Laine, lors des matchs hors concours. Deuxième sujet, je me fais poser énormément de questions sur divers sujets depuis déjà plusieurs semaines, je suis honnête. Une des questions, et peut-être celle qui revient le plus souvent, pour être honnête, ça concerne l'avantage numérique. Et je comprends pourquoi. Si vous êtes âgé de moins de 40 ans, le Canadien n'a jamais eu autant de talent offensif, de qualité et donc d'options pour évoluer sur 2 vagues d'avantages numériques. C'est un sujet qui passionne. En fait, ça passionne tant que j'en ai fait une vidéo complète il y a quelques semaines à peine. Vous pouvez aller l'écouter, le lien va apparaître dans votre écran. Mais en gros, là, si on divise ça en sous-catégories, Caulfield, Suzuki, Hudson, c'est la base. Pour moi, à moins de blessure, je vais être extrêmement surpris si un de ces 3 gars-là n'est pas sur la première unité. Bon, dans le cas de Suzuki, surprise, c'est même pas le bon mot. C'est guaranteed. Salutations à Charles Barkley. Le reste, c'est une question de voir comment Martin Saint-Louis va voir les choses. Est-ce que le but est de mettre ceux qu'il juge qui sont les 5 meilleurs éléments sur la glace, peu importe qui? Si c'est le cas, c'est qui ces 5 meilleurs éléments-là? Est-ce qu'on y va avec 2 défenseurs?
sur cette première vague d'avantages numériques-là? Bien sûr, Dobson, Hudson. Est-ce que dans ce cas-là, le troisième fils, Madison, garde sa place sur la deuxième vague? Demidov a-t-il, entre guillemets, un passe-droit et s'en va directement sur la première vague parce qu'on juge immédiatement qu'il est un de tes 5 meilleurs éléments? Et un méchant bon point aussi, qui ne concerne pas la première vague, que je ne crois pas que j'avais souligné dans ma vidéo, c'est vous qui me l'aviez souligné en commentaire. Est-ce que Big Nick passe pratiquement les 2 vagues sur la glace comme il le fait pour une bonne partie de la dernière saison? C'est une bonne question, ça aussi. Quelques opinions personnelles, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne serais pas déçu, je pense même que ça pourrait être une bonne chose de séparer Caulfield et Laine. Je sais que l'idée de tasser Laine après qu'il ait marqué 15 de ses 20 buts en avantage numérique l'an dernier, ça peut paraître farfelu ou risqué ou peu importe, mais je préfère qu'on garde tout le monde dans les meilleurs rôles possibles et Caulfield et lui, le meilleur rôle possible, c'est essentiellement le même. Le tir sur réception, les deux sont droitiers, chacun dans le même bureau, qui est Caulfield peut-être un petit peu plus bas par rapport à Laine, qui est un petit peu plus loin tellement Sabine est dangereuse. Je suis pas contre l'idée. Surtout que, malgré les 15 buts de Laine en avantage numérique l'an dernier, les chiffres le montrent. L'unité était meilleure quand il n'était pas là que quand il était là. C'est comme si on était trop concentré sur lui. On n'était pas capable d'évoluer en tant qu'unité de 5. Donc, première vague, Hudson, le premier trio et Dobson ou Demidov? Personnellement, j'irais avec Dobson. J'oserais. Regarde, tu as payé le gars 9,5 millions de dollars. Lane Hudson a été Lane Hudson l'an dernier, mérite pas de se faire tasser sur une deuxième vague d'avantages numériques. Je crois que Demidov, d'ailleurs, sur la deuxième vague, peut... il va monter sur la première vague, là, éventuellement, mais à l'image d'Hudson l'an dernier, qu'il prouve qu'il le mérite, c'est pas une mauvaise chose. Ton boy, d'ailleurs, un petit côté old school. Là. On donne pas ça tout cru dans le bec, dans la vie. Faut pas. Faut gagner son pain. Go get that bread, Ivan. Je sais que tu es capable de le faire. Bon, voilà. Donc, première vague. Celle de l'an dernier, mais on remplace Patrick Laine par Noah Dobson. Essentiellement dans le même bureau, un petit peu différent, là, puisque, bien sûr, autant Hudson que Dobson vont pouvoir distribuer des rondelles. Caulfield va remonter un petit peu, mais je déteste pas l'idée du tout. Mais au-delà de ça, l'idée aussi d'avoir Laine sur la deuxième vague, au-delà d'avoir un tireur d'élite sur chacune des deux unités, avec Demidov sur la bande côté droit, qui peut cuisiner tel Ricardo, pas besoin de monter ça à Matheson tout le temps pour se rendre à Patrick Laine de l'autre côté. Demidov va ajouter une touche d'imprévisibilité qui, je crois, peut permettre à Laine de continuer à marquer ses buts sans qu'il soit le seul point sur lequel les défenses adverses vont pouvoir focusser et donc contribuer à améliorer le rendement global de l'avantage numérique. Demidov, on le sait, il peut tirer. Donc, déjà ça, il va falloir respecter son tir. Il va avoir comme cible Patrick Laine, mais aussi Zachary Bolduc entre les deux. Sinon, tu envoies ça à Matheson en haut. Les mauvaises langues diront, bonne affaire d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de tout le temps autant passer par Matheson, parce que tout ce qu'il fait, c'est tirer sur les jambières des défenseurs, des attaquants adverses, bref, d'un joueur adverse. Mais bon, ton boy n'est pas une mauvaise langue. N'allons pas là. La grande question, c'est qui est le 5e joueur de cette unité-là? Je pense qu'avec ce qu'on a dit un peu plus tôt dans l'épisode, que Martin Saint-Louis voit Kirby Dach comme son deuxième centre en partant, c'est lui qui est là. Mais respect à Brendan Gallagher, je pense qu'il va avoir du temps en avantage numérique pendant l'année, c'est certain. Il va y avoir des blessures éventuellement, mais Bolduc peut aller dans le bumper, il peut se placer proche du gardien, il est beaucoup plus dangereux, il va vouloir aller chercher des rondelles également. Kirby Dach, il est plus gros, il peut marauder autour derrière le filet, contrôler la rondelle. Donc, je déteste pas du tout cette idée-là, d'autant plus que quand tu y penses, ce que ça fait, c'est que chacun de tes deux premiers trios a sa vague d'avantage numérique. Est-ce que ça crée une petite compétition à l'interne? Je sais pas, puis je vois pas ça comme une mauvaise idée personnellement. Donc, voilà pourquoi c'est comme ça que j'y vais pour ces deux vagues-là d'avantage numérique. D'ailleurs, avec ça, tout le beau monde que je viens de vous nommer, là, aucune bonne raison pour que le Canadien ne soit pas dans le top 10 en avantage numérique cette saison. Sinon, il y a un méchant problème. Troisième histoire à surveiller au camp et dont la tangente me surprend un petit peu, si je suis honnête. Qui va seconder Monty? Pourquoi je dis que ça me surprend un peu, la tangente? Il va y avoir une compétition entre Jacob Dobèche et Capo Kakkonen. C'est pour ça qu'on a fait venir Kakkonen, s'assurer de ne pas se retrouver dans la situation de l'an dernier où on voulait, après quelques matchs à peine, absolument pas envoyer Caden Primo devant le filet après que celui-ci avait eu une bonne fin de saison l'année précédente. On veut au moins avoir deux bonnes options derrière Monty tout en pouvant laisser Jacob Fowler chiller en bas avec le Rocket de Laval. Pourquoi donc je suis surpris
de la tangente? Parce que pour moi, Dobèche, c'est son poste à perdre. Il a très bien fait l'an dernier, même en série contre les Capitals après la blessure de Montembeault, il n'a pas eu l'air fou. Après ça, si c'était pas assez à votre goût, comment je dirais bien ça? Si tu fais un craft dinner en t'attendant à un repas 5 étoiles, le problème, c'est tes attentes, pas le craft dinner. J'ai dit de traiter Jacob Dobèche de craft dinner, moi, là? Manque de respect! Je m'excuse, Jacob, c'est chiant un peu. Et Kaapo Kähkönen, après un début de carrière assez prometteur au Minnesota, s'est rendu un journeyman qui a passé la dernière année dans la Ligue américaine, avec 3 équipes différentes d'ailleurs. Je veux dire, on est loin de, je sais pas moi, Yaroslav Halak ou peu importe, là, comme gardien réserviste. Même Jake Allen dans ses meilleures années. Dobèche a l'avantage d'être un produit de l'organisation qui, sur un très petit échantillon, soyons honnêtes, a montré que tu peux lui faire confiance. Mais Kähkönen a l'expérience. Plus de marques noires sur les jambières que Jacob Dobèche. Donc, mes excuses avec tout ça, je suis passé par Sherbrooke pour me rendre à Québec à partir de Montréal. Pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, c'est un détour. Pour vous dire que je suis surpris parce que lorsque j'ai animé plus tôt cette semaine l'heure du lunch au spécial début de saison de la Poche Bleue, j'ai parlé à Mathieu Chouinard pour qui Kähkönen est celui qui a la longueur d'avance et qui a un poste à perdre et non pas l'inverse. Et les auditeurs étaient en majorité d'accord. Alors que moi, je pense le contraire. Je pense que Dobèche est celui pour qui le poste est à perdre. Donc, tout est une question de perception. Qui est le numéro 2? Mettons là, qu'il n'y avait pas de camp d'entraînement. Ce serait qui, le numéro 2? Pour moi, c'est Dobèche. Pour plusieurs, c'est Kaapo Kähkönen. Je vais faire un sondage maison, donc. Pour vous, c'est qui? Laissez-moi savoir en commentaire qui a le poste à perdre. Qui est le réserviste de Montembeault, selon vous? Match numéro 1, s'il n'y avait pas de pré-saison. Donc, pour moi, Dobèche, pour vous. Sujet numéro 4 maintenant. 4e histoire à surveiller. Devant Dobèche ou Kähkönen, mais surtout devant Monty. 5 défenseurs ont leur place. Les chaises sont bien vissées. Reste à savoir quelle paire de faufounes s'assoit sur quelle chaise, mais on a eu une idée lors des premières pratiques de ce camp d'entraînement. Donc, les 3 fils, Dobson, Madison, Hudson, Carrier et Goulet, c'est là. C'est assis confortablement. Ils peuvent déjà aller se chercher un popcorn, une boisson gazeuse en fontaine. Ce qui me fait réaliser que je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'étais allé au cinéma. My God. Revenons à nos moutons. Peu importe où vous les placez, ces gars-là sont là. Qui complétera la 3e paire au match 1? Elle est là, la grande question. Arber Xhekaj et Jayden Struble ont la longueur d'avance, et même si Struble a joué pas mal plus en fin de saison, c'est lui qui a commencé les séries avant finalement qu'on ramène Arber, je pense que c'est lui, Arber, qui a le poste à perdre entre les deux. Comme 6e défenseur bien défini, je crois que tu peux avoir plus de Xhekaj, surtout dans un début de saison où les erreurs qu'on lui reproche sont plus pardonnables, ou du moins en apparence, ça fait moins mal que dans une grosse course aux séries. Tout semble indiquer que peu importe qui de Xhekaj ou Struble ou autre, on revient là-dessus dans un instant, sera aux côtés d'Alexandre Carrier, un bon défenseur qui joue une game simple, qui peut réparer des erreurs. Donc, ouais, je pense que Xhekaj peut avoir une petite longueur d'avance. Et quand on regarde ça concrètement, il a joué 70 matchs l'an dernier. La majorité des matchs ratés, c'était alors qu'il était laissé de côté, justement, en fin de saison. Struble, pour sa part, il a disputé 56 matchs, obtenant près du double de points de Xhekaj, quand même, 13 contre 7, en moins de rencontres. Bon, on s'entend que ça, c'est un bonus. Ça. C'est pas, tu t'attends pas de Xhekaj et Struble à ce qui t'apporte un gros apport offensif. Là. Il a terminé légèrement dans les plus. Struble, Xhekaj à moins 13. Je dis souvent que c'est pas ma stat préférée, mais dans le même rôle, on compare pas mal des pommes avec des pommes, donc on peut effectivement regarder ça. Donc, malgré le fait que théoriquement, Struble a mieux fini l'année l'an dernier, je donnerais la chance à Xhekaj de prendre le poste, parce que dans ce rôle précis de 6e défenseur qui peut jouer moins de minutes que les 5 autres, je trouve le potentiel intéressant. Mais quand on regarde ça, lui et Struble ne sont pas les seuls à se battre pour ce poste et ils devront se méfier. Se méfier de qui? David Reinbacher, je l'ai déjà dit, je croyais qu'il pouvait se tailler un poste. Ceci étant dit, je pense pas que c'est ce qui va arriver, à moins qu'il force vraiment la main de l'organisation avec un énorme camp d'entraînement. À ce stade-ci, je dirais que les probabilités sont peu probables. Même s'il a été bon en seulement une 20aine de matchs au total, séries éliminatoires incluses l'an dernier, il a quand même raté la majorité de la saison. Au moins 2 beaux mois à Laval là, pour bien se remettre sur le bicycle. Être le défenseur numéro 1 de l'équipe, c'est une bonne chose.
Le Canadien peut se le permettre d'ailleurs. Il n'y a pas d'urgence. On a 5 bons défenseurs. On est pas mal pris. On a littéralement juste besoin d'un 6e défenseur. J'espère que je ne viens pas de jinxer ça, moi. Là. Regardez bien toutes les blessures arrivant en défense pendant le camp d'entraînement. Blague à part, je pense qu'il faut en profiter et le laisser prendre son temps. Je peux comprendre si certains d'entre vous grinçaient des dents. Le choix de Reinbacker en a été un qui a été controversé depuis la seconde où Carey n'a pas été capable de prononcer son nom au repêchage. Ça n'aurait pas été mon choix personnellement. Mais quand on regarde ça de plus près, aucun autre défenseur repêché en première ronde en 2023 n'a encore de match disputé dans la LNH. Regardez 2022, Kevin Korchinski a passé la dernière saison majoritairement dans la Ligue américaine après avoir fait la LNH la saison précédente. Bref, c'est dommage, mais c'est pas catastrophique de voir Reinbacker à Laval pour débuter l'année. On dit tout le temps que des défenseurs, ça prend plus de temps de toute façon. Et lui, il a été blessé. Bref, je parle de Reinbacker, mais le joueur, pour moi, le vrai, de qui Struble et Xhekaj doivent se méfier, c'est Adam Engstrom. Choix de 3e ronde en 2022, il a disputé une excellente première saison professionnelle en Amérique du Nord l'an dernier. 66 matchs de saison régulière avec le Rocket. Et Engstrom, c'est pas le plus spectaculaire. Il n'est pas format géant à la Xhekaj, mais c'est quand même un solide gaillard. Pas un pied de céleri, il est 6 pieds 2, je pense. Il est très fort physiquement aussi. Je pense qu'Adam Engstrom peut carrément être la surprise du camp. Et je dis pas que c'est ce que je souhaite, mais si tu as un Struble, un Xhekaj qui sont un petit peu trop douillets dans le camp, pourrait se faire dépasser par le défenseur suédois de 21 ans. Si ça avait arrivé, ça amènerait des décisions importantes, d'ailleurs, pour l'équipe. À voir, si jamais Adam Engstrom peut connaître un meilleur camp que Xhekaj et Struble. Je pense quand même que ce sont ces deux-là qui vont être 6e et 7e défenseurs pour débuter l'année. Laissez-moi savoir, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et finalement, la 5e histoire qui, je pense, est peut-être rendue la plus intéressante en ce qui me concerne. Laissez-moi savoir. Mais honnêtement, la lutte pour les postes de 12e, 13e, 14e attaquant, même d'une certaine façon, je la trouve vraiment, mais vraiment intéressante. À mon avis, tu as 11 attaquants garantis de faire l'équipe. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, évidemment. Laine Demidov, ça fait 6. Gallagher, Anderson, Evans, je suis pas bon en maths, mais je pense que ça fait 9. Newhook, 10. Zach Bolduc, 11. Samuel Blais et Joseph Veleno, même eux, pour moi, ils peuvent se faire tasser. Je pense qu'ils vont débuter avec l'équipe. On revient sur ce sujet-là dans un instant. Qui donc se bat avec les deux pour les places restantes? Oliver Kapanen, évidemment, qui a joué 18 matchs plus 3 de série l'an dernier. Owen Beck, Joshua Roy. Et je suis prêt à mettre Florian Xhekaj dans le lot. Pour moi, ce sont les 4 recrues qu'il faut surveiller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre. Je ne sais pas, moi, Luke Tuck, qui ne peut pas arriver et être un négligé, un dark horse. Mais pour moi, les 4 autres que j'ai mentionnés, c'est vraiment ceux qui sont le plus à surveiller, qui auraient le plus de chances de se tailler un poste avec l'équipe. Donc, 12, 13 et 14, parce que 23 joueurs, 2 gardiens, 7 défenseurs, 14 attaquants. C'est comme ça que je vois ça personnellement, et non pas 8 défenseurs pour débuter l'année. Au moins, donc, à mon sens, 6 joueurs se battent pour 12, 13 et 14. Beck, Roy, Xhekaj, Kapanen sont tous exemptés de ballottage. Le seul jeune joueur en attaque que le CH peut perdre au ballottage, c'est Sean Farrell. Je pense qu'il va passer au ballottage, ceci étant dit. Mais bon, je parlais de Dark Horse. Peut-être que Sean Farrell peut en être un, mais ça me surprendrait énormément. Peut-être. Ça sera peut-être dans ma face dans quelques semaines, à la fin du camp d'entraînement. Voici ce que je trouve intéressant pour chaque joueur. Pourquoi ils peuvent être le 12e attaquant. Joseph Veleno, c'est un centre qui devrait jouer à l'aile, mais le fait qu'il est gaucher, ça aide grandement, surtout si Newhook a de la misère au cercle des mises en jeu. Je pensais que c'était lui, ou plutôt moi, je pressentais que ce serait lui le 12e attaquant, mais là, on a vu, Owen Beck semble peut-être être celui qui part avec une longueur d'avance pour commencer à l'aile de ce qui est 3e ou 4e trio, là, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais avec justement Newhook et Zach Bolduc. Mais Veleno, il a de l'expérience, au risque de me répéter, c'est un centre gaucher. Donc, il peut être intéressant comme vétéran pour le Canadien de Montréal dans son bottom 6. Samuel Blais, tu sais ce que tu as. Un gars qui ne va pas rouspéter comme 13e attaquant, 14e attaquant, risque de manger les bandes quand il va jouer. Un gars qui a une vitesse intéressante, un gars qui a un physique intéressant. Je suis pas mal sûr que Samuel Blais va être en haut toute l'année, 14e attaquant. Comme je dis, il ne va pas rouspéter s'il finit par jouer juste une vingtaine de matchs. Dans le fond, il vient remplacer Michael Pezzetta. Je le trouve personnellement un peu plus intéressant que Michael Pezzetta. Les jeunes maintenant, parce que c'est là où c'est vraiment intéressant.
Beck ou Kapanen? Qui part avec la longueur d'avance? Je préfère Beck. Et comme je disais, avec ce qu'on a vu dans les séances d'entraînement, la composition des équipes pour le scrimmage, ça semble effectivement être la même chose du point de vue du Canadien. Kapanen a beaucoup plus joué en haut l'an dernier. Est-ce que c'était juste le facteur Europe? Peut-être. Moi, je compte pas Beck pour battu du tout. Joshua Roy, dernière chance pour Roy. Jacky, il doit absolument tout casser. Je pense qu'il va jouer des matchs de Ligue nationale de hockey cette saison, mais en ce moment, je ne sais pas si on est déjà rendu là. Il faut vraiment qu'il vienne voler son poste. À moins que l'un de Beck, Jacky ou Kapanen batte tout le monde et que l'organisation se dise « Voilà notre 12e homme », je ne serais pas surpris qu'il débute en bas. Quoique maintenant, avec où on a placé Beck, c'est clairement lui qui part avec la longueur d'avance. Et donc, les deux vétérans, 13e et 14e attaquants du Canadien. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ils sont tous exemptés de ballottage, les jeunes. Donc, ce sont des joueurs qui ont un avenir à Montréal, ou du moins qui semblent avoir un avenir à Montréal. Donc, tu les envoies pour pas qu'ils soient trop sur la galerie de presse. Parce que si tu les gardes en haut, c'est pour qu'ils jouent. Ces trois gars-là. Même chose, tu sais, je dis ces trois-là, j'inclus Jacky là-dedans. Lui aussi, je veux qu'il continue à jouer beaucoup plus de matchs, qu'il passe du temps sur la galerie de presse. Le cas de Joshua Roy, par contre, je le trouve un peu différent. Et c'est pourquoi... Est-ce que c'est ça qui va arriver? Je ne le sais pas. Mais j'aimerais ça que ça arrive. Voir Joshua Roy manger les bandes et venir chercher ce poste-là, cette chaise-là qu'on semble donner présentement à Owen Beck. On sait tous que dans la dernière année, il a malheureusement baissé dans la hiérarchie par sa faute. Pour être honnête, il n'a pas livré la marchandise. Pourquoi donc j'aimerais ça le voir débuter en haut? Il a prouvé ce qu'il avait à prouver dans la Ligue américaine. Je dis pas loin de là que le CH a abandonné dans son cas, là, mais le développer n'est plus autant, je sais pas, peux-tu me permettre de dire important que ce l'est pour les trois autres? Autrement dit, s'il ne dispute pas tous les matchs, lui, pour débuter l'année, s'il est parfois sur la galerie de presse, je trouve ça un petit peu moins grave que Beck, Kapanen et Florian Jacky. Et à l'inverse, tu as peut-être un joueur intéressant, s'il peut montrer qu'il a appris, qu'il est prêt à travailler fort. Avec un trio sur lequel tu aurais Zach Bolduc et Alex Newhook, un trio Bolduc-Newhook, Joshua Roy, je trouve que ça peut effectivement être intéressant quand on regarde ça. Ou même si tu inversais, moi c'est ce que j'aurais fait à la base, j'aurais inversé Newhook et Evans, mais ça ne semble pas le cas. Mais tu as quelque chose d'intéressant. Sinon, au pire des cas, est-ce que c'est si coulé dans le béton que ça que Gallagher et Anderson doivent jouer ensemble? Je pense qu'ils vont le faire, mais je pense pas que c'est autant coulé dans le béton. Tu n'as plus le ciment qui cimentait justement ce trio-là. Christian Dvorak au centre. On va peut-être devoir essayer des affaires. Je ne détesterais pas voir Newhook avec Gallagher et Anderson et peut-être voir un Jake Evans avec Bolduc et Joshua Roy. Et là, tu as quelque chose d'intéressant. Là, un centre responsable. Roy et Bolduc peuvent-ils se développer une chimie qui ferait de l'attaque secondaire qui serait intéressant? Peut-être. Et comme ça, tu aurais surtout 4 trios avec des joueurs qui peuvent contribuer, avec des joueurs responsables. Donc, ce serait quand même balancé tout en ayant tes meilleurs éléments sur ton top 10. Top 6, ouais. Top 10? Non, pas top 10. Top 6. Je disais les trios responsables. Peut-être pas l'aîné Dak Demidov, là, ça, ce sera à voir. Et tu as Veleno et Blais, avec qui alterner dans la formation peut se faire. Et justement, ces gars-là qui passent du temps sur la galerie de presse, c'est loin d'être grave. Je pense pas que tu perdrais Samuel Blais au ballottage. Tu perdrais peut-être Veleno au ballottage si tu l'envoies en bas, mais je pense pas. On revient sur Roy. Il avait tout à perdre l'an dernier. Il a tout à gagner cette année. Quitte à ce que ce soit pour montrer d'ailleurs une autre formation de la LNH qui est prêt et qui pourrait être une monnaie d'échange dans une transaction qui serait intéressante pour les deux équipes. Mais il doit se battre. Et est-ce que Roy le veut plus que Kapanen, Beck et Jacky? Je suis loin d'être convaincu. Très, très, très loin d'être convaincu. À lui de le prouver. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça donne? Les 5 choses que je vais surveiller avec le plus d'intérêt pour ce camp d'entraînement. Combien de temps on va donner au deuxième trio pour que ça lève? Est-ce qu'on va être patient? Comment Martin Saint-Louis placera-t-il ses pions en avantage numérique? Qui est le 6e défenseur? Qui est le 12e, 13e, 14e attaquant? Et bien sûr, qui sera derrière Monty? Devant le filet. Voilà les 5 histoires que je vais surveiller au camp du CH cette année. Toi, comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Laisse une mention j'aime si tu as apprécié. Tu veux voir où se trouve Nick Suzuki et d'autres joueurs du Canadien parmi les 150 meilleurs joueurs de la LNH? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!